Bonjour à vous tous. Bonjour à vous tous et bienvenue dans cette table ronde virtuelle d'Options Finance consacrée à comment recréer de la confiance dans un système où l'accès au crédit se tend. On a la chance d'avoir ce soir trois panélistes que je vais vous introduire progressivement. Et on va commencer par le premier d'entre eux. On a la chance d'avoir avec nous le médiateur national du crédit, Frédéric Wijnowski. Est-ce que vous pouvez nous faire part, en ce début de mois de septembre, de l'état des tensions sur le marché du crédit que vous pouvez voir sur le terrain, compte tenu de la position que vous occupez en tant que médiateur national du crédit? Merci à tous et à toutes. Je crois qu'on n'est pas dans la situation de la crise de 2008 où il y avait un problème au niveau du secteur financier. On est dans une crise qui touche le secteur réel. Et je crois qu'on peut dire que la confiance, elle existe dans le secteur financier et l'accès au crédit est largement facilité. Les enquêtes avant cette crise montraient déjà que du fait de l'amélioration de la situation des entreprises, de la politique monétaire, il y avait un accès large au crédit. Dans cette crise, les banques ont pris des engagements, que ce soit d'accorder des moratoires, une vingtaine de milliards, ou de participer avec le soutien de l'État à la distribution des prêts garantis. On est à 120 milliards. Donc on a aujourd'hui, et les enquêtes de la Banque de France publiées sur le deuxième trimestre le démontrent, un accès très large au crédit, que ce soit des TPE, des PME, des plus grandes entreprises qui en plus ont accès au marché. Oui, parce qu'effectivement, vous avez raison de le souligner, on a un marché obligataire qui a été extrêmement actif. Alors, on a un deuxième panéliste qui est André de Cluzo. Vous êtes responsable de l'activité restructuration pour la factureur Facto France. Et vous, votre sentiment, qu'est-ce que vous voyez sur le terrain, sachant que vous êtes un petit peu à l'autre bout, puisque Alors, bonsoir à tous. Je vais dans le sens de ce que Frédéric Wisniewski vient de dire, à savoir que l'accès au crédit aujourd'hui est plutôt largement ouvert. On a parlé d'un chiffre, 120 milliards de distribués rien qu'au titre du PGE. C'est 550 000 entreprises qui en ont bénéficié. Donc ça ne peut que être satisfaisant de ce point de vue, même si je considère, et je ne suis pas le seul, qu'il s'agit aujourd'hui d'une situation en trompe-l'œil, sans doute pour plusieurs raisons. D'abord, on a mis un petit peu les entreprises sous cloche pendant un certain nombre de mois. Le fonctionnement des tribunaux de commerce a été assez fortement altéré. L'activité s'est considérablement réduite, au moins pour un certain nombre d'entre elles. Donc je pense que on aura une vision beaucoup plus précise et beaucoup plus réaliste à la fin de l'année, quand on sera en situation de regarder qui a besoin de crédit réellement, parce que ce qui a été distribué n'est certainement pas encore aujourd'hui consommé. Merci. Et vous, Christophe Pennelier, notre troisième participant, vous êtes directeur de développement chez l'assureur crédit Atradius. Qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? Par les deux intervenants. L'assureur crédit, il a une position particulière par rapport à la délivrance du crédit parce qu'il n'intervient pas directement sur l'opération de crédit, mais il est là pour le sécuriser. Le sécuriser dans la mesure où nous sommes des professionnels du poste client. Nous apportons une garantie sur le poste client. Or, le poste client, c'est un actif essentiel des entreprises. C'est en général à peu près en moyenne 35% des fonds propres d'une entreprise, qui aujourd'hui est un levier majeur dans le financement des entreprises. Donc, notre intervention de ce point de vue-là est importante pour avoir à l'esprit qu'aujourd'hui, un contrat sur deux que nous signons, nouveau contrat que nous signons, se fait dans le cadre d'une recherche de financement auprès d'un facteur ou auprès d'une banque. Ce point-là, c'est assez important. Donc, nous, en tant qu'assureur crédit, en tout cas, au niveau de la souscription, nous n'avons pas modifié notre politique. On est toujours en développement et nous sommes toujours en train d'accompagner nos futurs clients dans leur recherche de financement. Nous sommes un peu plus attentifs sur la qualité des risques, dans la mesure où on voit bien qu'il y a des secteurs qui
qui se dégradent et des profils de risque qui sont un peu plus sensibles. Mais globalement, nous continuons à avoir une offre de produits qui permet aux entreprises d'asseoir leur recherche de financement auprès d'une banque ou d'un factor. Également, un point que je voulais souligner, c'est la gestion des risques chez Atradius. On n'a pas, vous faisiez mention tout à l'heure de la crise de 2008. Effectivement, je pense on est nombreux à avoir tiré les leçons de cette crise de 2008. Donc, on n'a pas procédé à des désengagements massifs qui auraient pu avoir un poids sur les trésoreries et sur la capacité à mobiliser le poste client pour des financements. Nous avons une politique de surveillance qui, certes, est un peu plus resserrée, mais sans volonté de procéder à des engagements massifs comme ceux que nous avons pu faire en 2008. On continue à étudier les dossiers au cas par cas et secteur d'activité par secteur d'activité. Et je reviens vers vous, Frédéric Wisniewski. Quel serait le conseil que vous pourriez donner à un chef d'entreprise dont la trésorerie commencerait à se tendre? Pour répondre à la question, je vais un peu rebondir sur ce qu'a dit Monsieur Le Cluzot sur la situation en trompe-l'œil. Je crois que le gouvernement, avec l'appui du système financier, a mis effectivement les entreprises sous oxygène d'une certaine manière, et il s'agit de gérer la sortie. Donc, je crois que ce qui est très important, au-delà du traitement de crise, qui est toujours la nécessité de l'urgence, de se poser. Et donc l'entreprise, elle doit regarder sa situation de trésorerie, discuter avec son expert comptable, discuter avec sa banque. Parce que au-delà comme je dis, de cet apport de crise, maintenant il faut voir comment, compte tenu de la reprise, qui va être différente, l'entreprise selon les secteurs, le rythme est différent. Certaines vont reprendre très rapidement, d'autres moins. Et donc il est extrêmement important d'anticiper le mieux possible. Si je prends l'exemple du PGE, est-ce qu'il faut le rembourser? Est-ce qu'il faut demander son étalement sur 5 ans? Le gouvernement vient de préciser les conditions. Est-ce qu'il faut recourir à l'assurance crédit avec les dispositifs d'État, etc. Est-ce qu'il faut, on va peut-être l'évoquer, on va probablement l'évoquer, utiliser les dispositifs d'assurage garanti, etc. Donc il y a vraiment la nécessité de se poser pour voir, compte tenu de l'activité, de l'environnement, quelle va être, avec les difficultés que cela présente, mais quelle va être la situation de trésorerie de manière à bien anticiper les choses et à bien discuter avec sa banque, avec ses banques, sur la manière d'y répondre au mieux. Et vous, André Le Cluzot, qu'est-ce que vous en pensez de votre côté, en particulier si la relation de confiance avec la factureur de cette entreprise se tend? Quel serait votre conseil? Alors, chez Facto France, on pense que le marché va se scinder en 3 grandes familles. La première famille, c'est celle des entreprises qui étaient déjà en bonne santé avant la crise, qui ont eu peut-être juste leur activité décornée pendant quelques mois et qui vont repartir sans aucune difficulté et dont on n'entendra pas parler. Celles qui s'en sortaient mais avec néanmoins des équilibres structurels, et puis les entreprises qui étaient déjà en mauvaise santé. Alors, on ne va pas parler de la première catégorie, parlons de la deuxième, celle dont on aura peut-être à connaître leur situation. Moi, ce que je leur conseille, c'est d'examiner, et je vais répéter un petit peu ce qu'a pu déjà dire Frédéric Wisniewski, de regarder au plus près leur trésorerie et surtout d'anticiper tout ce qui va pouvoir l'être dans leur questionnement, soit auprès de leur banquier, soit auprès d'un factor. C'est la meilleure des solutions pour trouver une solution qui sera préparée dans un bon timing. Tout ce qui arrivera avec du retard, du décalage, sera quelque chose de subi, donc de plus difficile à mettre en œuvre. Il est évident que pour les entreprises qui sont déjà contrat d'affacturage, s'il y a des difficultés parce que la situation est plus grave que celle qu'ils avaient envisagée et qu'ils n'ont pas anticipé ce retour au réel, il
il y a toujours le risque d'avoir une réaction commune entre la banque et sa filiale d'affacturage. Donc, quelquefois, il faut peut-être réfléchir à une solution qui sera extérieure et donc à essayer de trouver un partenaire supplémentaire pour essayer de financer son BFR via la mobilisation de son poste client. Il n'y a pas de réponse toute faite, hein. Toutes les situations sont des cas particuliers, mais voilà quand même les grandes tendances qui se dessinent. En ce qui concerne les entreprises qui étaient déjà très fragilisées, je crois qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Elles devront trouver, maintenant que la cloche qui les protégeait s'est relevée, elles vont devoir trouver des solutions dans l'urgence. Et la solution la plus simple et la plus rapide quand on parle d'urgence, c'est encore d'essayer de mobiliser son poste client. Donc il faut à la fois rapidement prendre des contacts avec un factor, et puis en parallèle aller voir les acteurs spécialisés que sont les mandataires judiciaires pour savoir si ça ressort d'une procédure amiable ou plus grave d'une procédure judiciaire. En tout cas, y compris pour ce type de dossiers qui sont les dossiers un peu à l'extrême, Facto France est tout à fait organisé et prêt à étudier les demandes qui viendront. On est spécialisé de nombreuses années. Alors, avant de poser une nouvelle question à Christophe Penelier, je rappelle à nos participants qu'ils ont la faculté de poser par écrit une question dans l'onglet questions, justement, en haut et à droite, et puis on la prendra dans le cours de la table ronde, ou à la fin de la table ronde, on aura aussi quelques instants consacrés aux questions de la salle virtuelle. Alors, Christophe Penelier, souvent les entreprises souhaitent assurer leur poste client pour leurs besoins de trésorerie. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, s'il vous plaît? Oui, mais c'est un peu ce que j'évoquais dans ma précédente réponse, c'est-à-dire que il faut avoir en tête que le crédit interentreprise en France, c'est quasiment 700 milliards d'euros. Donc c'est une manne extrêmement importante et une source de financement capital pour les entreprises. Donc l'assurance crédit, de manière traditionnelle, n'avait pas vocation d'être un vecteur de financement. Elle l'est aujourd'hui parce que plus d'un projet sur deux est porteur de financement pour l'assuré. Et c'est dans cet environnement nouveau qui s'est installé dans le paysage depuis maintenant une vingtaine d'années que les assureurs crédit travaillent de plus en plus à améliorer leurs produits, à adapter leurs polices pour pouvoir coller au maximum aux besoins de financement des entreprises. Donc nous avons changé un certain nombre d'éléments de nos polices. Elles ont également l'assurance crédit a pour mérite également de mettre en place des sécurités sur un délai long, ce qui peut permettre également d'éviter des financements trop rapides. Nous avons également, et ce point est fondamental pour les banques et pour les facteurs, nous avons mis en place des délégations de paiement des indemnités directement au profit du facteur, au profit de la banque. Donc, sécurité importante pour les organismes financiers qui s'engagent auprès des entreprises. Et puis également, nous avons investi dans des outils qui permettent d'avoir une plus grande fluidité dans la circulation de l'information et de permettre aux financeurs d'avoir une vision complète de ce qui est couvert, de ce qui n'est pas couvert, de ce qui a bougé, de ce qui a été réduit, de ce qui a été annulé. C'est un point important parce que là aussi les besoins de financement sont importants, mais les entreprises ont besoin de se positionner très rapidement par rapport à leur capacité à mobiliser leur papier commercial. Donc oui, aujourd'hui c'est un élément majeur de l'offre de produits en assurance crédit et nous continuons à développer des produits un peu plus structurés autour du financement. Et alors, je me retourne vers André Le Tulzo. Est-ce que les PGE ont cannibalisé en partie l'affacturage, parce qu'une entreprise a pu obtenir, elle peut toujours obtenir assez aisément finalement d'ici le 31 décembre des concours pour 25% de son chiffre d'affaires?
Alors, je vais vous faire une réponse en vous donnant quelques chiffres qui vont très vite vous faire comprendre vers quel sens je me dirige. Cours de crédit bancaire à juin 2020 comparé à ceux de juin 2019. Ils sont en progression de 11%. Et parmi ces encours, il y a l'encours de trésorerie, enfin les encours de trésorerie qui, eux, ont cru de plus de 30%. Et enfin, d'une manière globale, les encours court terme, puisqu'on parle de 40%. En parallèle, l'affacturage a reculé, hein, ce sont des chiffres de marché de 22%. Le découvert, 19%. Les encours d'AI et escompte, 31%. Et un dernier chiffre, les encours crédit à court terme, eux, s'envolaient de près de 110%, et l'on trouve très directement dans ce chiffre l'effet PGE. Donc, à l'évidence, le PGE a cannibalisé tous les besoins ou une grosse partie des besoins. D'abord parce que ces conditions d'attribution ont été extrêmement larges, avec un coût faible, une forte volonté politique, une réactivité exemplaire des banques, en parallèle d'une activité cette fois-là qui, elle, a été plutôt baissière. Donc tout allait pour que finalement, ce qui fait le sel du factor, c'est-à-dire une activité qui génère de la facture, n'a pas été générateur de demande. Bon, maintenant, on sait que l'activité a recommencé, que la fameuse cloche dont on a enveloppé nos entreprises, elle se lève, même si nous ne sommes pas encore au stade où les PGE vont être exigibles. Il va falloir penser à leur remboursement. Donc il va y avoir, je pense, une plus forte appétence dans les semaines à venir, ne serait-ce qu'au travers de cette fameuse catégorie d'entreprises que j'évoquais, c'est-à-dire celles qui n'ont pas eu accès au PGE ou bien qu'ayant eu accès au PGE sont en difficulté. Et j'ai vu que la profession des affactureurs allait lancer un nouveau produit qui était un affacturage dès la prise de commande. Vous pouvez nous en dire plus? Alors, je commencerai par rappeler que ce dispositif, il est né à l'initiative des factors, lesquels, il est vrai, ont tout de suite trouvé une oreille très attentive à Bercy, et les échanges ont été particulièrement fructueux puisqu'ils ont contribué à faire émerger que je considère comme une proposition innovante, simple dans son principe et large dans ses critères d'application. Hein, en quelques mots, au lieu d'intervenir à l'émission de la facture, le facteur finance à partir du moment où la commande est réputée ferme et définitive, avec quelques conditions, mais qui sont relativement peu contraignantes. En gros, la commande doit avoir moins de 30 jours et le dispositif fonctionne pour toutes les commandes qui seront proposées jusqu'au 31 décembre de cette année. Il y a une limite de financement, mais je ne vous en parlerai même pas, tellement elle est relativement importante. La seule condition, finalement, c'est d'avoir associé à cette demande un contrat d'affacturage qui fonctionne. Donc, je pense que ce nouveau produit va intéresser un certain nombre d'entreprises. D'abord parce que la reprise et les chiffres en attestent, elle est là. Il va falloir reconstituer les stocks. Forcément, reconstituer les stocks, c'est peser sur la trésorerie. Les entreprises vont avoir en perspective le remboursement du PGE, forcément, et plus proche de nous, elles vont devoir commencer à repayer leurs échéances fiscales, sociales, financières, enfin bref, toutes ces choses qui avaient été suspendues pendant un certain temps. Besoin de cash, même si
est encore faible. Il apparaît bien avant la facturation. Donc, je pense que ce dispositif il est tellement pertinent et simple qu'un certain nombre d'entreprises vont s'y intéresser. En tout cas, pour ce qui concerne Factor France, et je pense que c'est la même chose pour mes confrères Factor, nous sommes très fiers de contribuer au travers de ce produit original au soutien des entreprises françaises dans ces moments un peu particuliers. C'est un produit qui fonctionnerait aussi avec des commandes passées par les pouvoirs publics, les régions, etc. C'est un produit qui serait susceptible aussi de couvrir des commandes passées par les pouvoirs publics, par exemple, auprès d'une entreprise, comme une région. Ah oui, la nature en fait, la nature de celui qui passe la commande, à partir du moment où c'est soit une collectivité, l'État ou une entreprise, est indifférente. Okay. Donc ça fonctionne. D'accord, très bien. Christophe Penelli, est-ce qu'il y a d'autres dispositifs également d'assurance crédit qui contribuent à rétablir la confiance et soutenir le crédit interentreprise, à votre connaissance? Ouais, on est passé rapidement dessus, mais effectivement, on s'est surtout concentré sur le Cap Relève, mais Cap Plus et Cap sont des outils anciens maintenant et qui fonctionnent bien, qui permettent soit de doubler au maximum la limite accordée dans le cadre du contrat initial, soit d'obtenir une couverture sur des dossiers qui ont été refusés par l'assureur crédit. Donc, ce mécanisme a démarré. Et effectivement, décolle pour l'instant doucement, mais on a un portefeuille en Cap et Cap Plus qui se développe. Donc ça, c'était l'outil, le premier outil qu'on ait mis en place avant, d'ailleurs, d'un point de vue chronologique, avant l'arrivée du Cap Relais. Nous n'avons pas d'autres outils plus structurés que celui-là. On a simplement nous adapté un petit peu également au moment de démarrage de la crise, on a adapté nos conditions de travail vis-à-vis de nos assurés, à savoir qu'on leur a donné des délais supplémentaires pour déclarer leur chiffre d'affaires, pour payer leurs primes et surtout pour déclarer leurs sinistres, parce qu'ils sont soumis à des délais contractuels qui, au-delà d'un certain délai, peuvent se retrouver en situation de déchéance de garantie. Donc ce point-là a été pris en considération. Nous avions élargi de manière importante les délais pour la déclaration des sinistres. Donc ce point-là nous a permis d'éviter d'avoir un certain nombre d'entreprises qui seraient, d'un point de vue technique, chez nous, considérées comme en situation d'insolvabilité. Ce point-là nous a permis, effectivement, je pense, d'éviter des prises de position sur les lignes que nous portons sur ces sociétés. Excusez-moi. Très bien. Je vous propose qu'on fasse une petite pause dans notre débat pour laisser le temps aux participants dans la salle virtuelle de répondre à un sondage qui va s'afficher sur l'écran et qui pose la question suivante. Pensez-vous que l'État en fait trop, suffisamment ou pas assez pour créer de la confiance et faciliter l'accès au crédit? Et pendant que nos participants réfléchissent et votent, je vous propose que s'il y a deux questions qui sont arrivées, d'y répondre. Et puis une fois qu'on y aura répondu, on fermera le sondage et on commentera les résultats en direct. Alors, ces deux questions pour vous, André Delpuzzo, a priori, puisqu'elles concernent le factoring. La première, je vous lis, les facteurs vont-ils réduire leur minimum de commission pour les PME dont le CA a baissé fortement? Alors, la réduction du minimum de commission, c'est un dispositif contractuel, donc laisser la liberté de discussion entre les facteurs et leurs clients. Très clairement, chez Factor France, il y a eu des discussions que je vais qualifier d'intelligentes sur le sujet. Je ne sais pas ce que font mes confrères. Il est évident que quand on met entre parenthèses une activité parce qu'elle s'arrête brutalement, il est de la responsabilité de tout le monde de se mettre autour de la table pour discuter. Concernant Factor France, ça a été assez naturel et ça ne pose pas vraiment de questions.
mais c'est une question qui peut avoir une réponse différente en fonction des facteurs que vous interpellez. Alors la deuxième question, c'est pour rebondir sur une remarque que vous avez faite d'ailleurs, quand vous évoquiez une baisse de la facturage de 19%, bon, ça peut être un effet de cannibalisation par le PGE. Est-ce qu'il n'y aurait pas un deuxième effet, se pose l'intervenant, le participant, tout simplement qu'il y avait moins de créances ou plus de créances depuis début mars qui puissent être mobilisées, puisque de toute façon, un facteur sort ses créances au bout de 60 jours. Alors, le recul d'activité de 22%, hein, pas 19%, c'est même encore un petit peu plus fort. Il est dû très largement à ce qu'on appelle chez nous et les acquisitions. On a été en position faible pour ce qui concerne les acquisitions. Et le portefeuille, pendant à peu près 2 mois, a fonctionné bien en deçà de ce qu'on avait l'habitude de voir. Donc très concrètement, on enregistre assez directement les yo-yo que peuvent faire les entreprises dans leurs activités. Et donc, on repartira à la hausse dès que la fabrication ou la fourniture de services repartira. D'ailleurs, ça se constate depuis le mois de juin. On sent très nettement que les portefeuilles ont recommencé à fonctionner presque normalement. On a bon espoir pour que l'ensemble de nos clients, en tout cas c'est ce qu'on leur souhaite, retrouvent vite leur niveau d'activité. Très bien. Alors, on a les résultats du sondage. Je vous en rappelle la question. Est-ce que vous pensez que l'État en fait trop, suffisamment ou pas assez pour créer de la confiance et faciliter l'accès au crédit? Frédéric Wisniewski, c'est des résultats qui devraient vous faire plaisir puisque 78% des panélistes ont estimé que l'État en faisait suffisamment et que les 22% qui restent se partagent également entre ceux qui pensent qu'il en fait trop et ceux qui pensent qu'il n'en fait pas assez. Vous voulez réagir? Moi, je cherche pas à ce que ça me fasse plaisir. Je crois que ça correspond à une réalité. Moi, j'ai eu la faculté de participer aux réunions hebdomadaires que le ministre organisait avec les différentes fédérations pour ajuster, enfin être à l'écoute et ajuster ces dispositifs. Donc, je crois que l'État, il a fait effectivement ce qui était nécessaire, ce qui était de sa responsabilité. On est dans une crise sanitaire dans laquelle, pour gérer cette crise sanitaire, l'État a décidé d'arrêter l'économie. Donc, il était de la responsabilité de l'État de mettre en œuvre les moyens permettant de gérer cette situation. D'où les reports de charges, le chômage partiel, le PGE. Et aujourd'hui, l'État, qu'est-ce qu'il fait, notamment au travers de ce dispositif effectivement original d'affacturage? Il accompagne la reprise en facilitant la gestion de trésorerie des entreprises de manière à mettre de la souplesse dans quelque chose pour sortir de cette cloche qu'on évoquait, mais c'est bien de la responsabilité de l'État en faisant intervenir l'ensemble des acteurs, et ça va aussi être le rôle et l'objectif du plan de relance qui a été annoncé et qui sera voté dans le cadre de la loi de finances. Donc je pense qu'effectivement, les sondés ont bien perçu que l'État avait mis en place une réponse adaptée à la situation de crise que nous traversons. Et comment voyez-vous de votre fenêtre le remboursement des PGE? C'est une interrogation. Le PGE, il a été construit justement de manière originale pour gérer cette souplesse. Pendant 1 an, les entreprises n'ont pas à rembourser et au bout d'1 an, elles vont devoir décider ce qu'elles font avec la possibilité de transformer ça en un crédit amortissable de 1 à 5 ans. Donc pour moi, ce qui est important et ce que j'évoquais dans vos premières questions, c'est de voir faire le point de sa situation au premier trimestre. Quelle est ma situation de trésorerie? Quels sont les différents outils que je peux mobiliser? Et en fonction de ça, voilà, qu'est-ce que je dois faire sur le PGE, sachant que, comme je l'ai dit, les taux ont été précisés puisque les banques s'engagent à faire du prêt coûtant, donc quel sera le coût de la liquidité. Donc les entreprises ont à leur disposition les éléments qui permettent, en fonction de leur situation propre, de voir quel est leur intérêt. Compte tenu du niveau de coût, on peut s'attendre
vraisemblablement à ce qu'un certain nombre d'entreprises choisissent un étalement. Alors après, est-ce que ce sera 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, ça va dépendre. Mais c'est vrai que voilà, c'est un financement qui coûte pas cher, hein. Oui, oui. Les prêts participatifs seront un financement qui coûtera plus cher, lui, naturellement. Est-ce qu'il a vocation, est-ce qu'ils ont vocation, ces prêts participatifs, à aider au remboursement des PGE, à votre avis? L'objectif est complètement différent, hein. Un PGE, c'est un prêt, il doit se rembourser. Les prêts participatifs, il s'agit de faire en sorte de répondre dans une situation où l'ensemble des entreprises vont sortir de cette crise avec moins de résultats, plus de dettes, donc une structure financière dégradée. Une partie de ces entreprises qui sont solvables, qui ont des perspectives de développement, devront être accompagnées. Donc, c'est l'objectif des prêts participatifs, des 10-12 milliards de prêts participatifs qu'accorderont les banques, avec une intervention en garantie partielle de l'État, donc à hauteur de 3 milliards qui a été évoqué. Le dispositif reste à finaliser d'ici la fin de l'année, mais ce n'est pas du tout avec l'idée, ça doit permettre de rembourser le PGE. Ça doit permettre de conforter la structure financière d'entreprises qui ont de réelles perspectives de développement et donc qui ont besoin de ce renforcement de leur structure financière. Entreprises qui n'ont pas accès au marché. Donc là, on est vraiment dans le tissu des PME, ETI. Évidemment, les grandes entreprises ne sont pas concernées. André Tulzo, vous avez une position, un commentaire? Alors, plusieurs remarques. Le premier, c'est qu'effectivement, l'effet pervers des PGE, comme nos entreprises françaises sont dans leur immense majorité trop faiblement dotées en fonds propres, ça va être de dégrader leur ratio et en particulier d'aggraver leur ratio d'endettement, ce qui posera problème pour la suite quand il faudra les réclamer de nouveaux concours. Donc le prêt participatif, théoriquement, et je rejoins tout à fait Frédéric Wisniewski sur le sujet, il a vocation à renforcer les fonds propres, c'est du haut de bilan. Donc la logique voudrait que le haut de bilan aille ou soit consacré à des opérations de haut de bilan. Le remboursement du prêt du PGE, il doit se faire avec qu'on appelle la CAF, la capacité d'autofinancement que doit dégager une entreprise. Donc il ne faudrait pas mélanger les deux. Je rajouterai pour terminer que le chiffre de 12 milliards, c'est à peu près 10% des sommes qui ont été consacrées au titre du PGE, enfin des PGE. Il faut donc bien comprendre que ces 12 milliards n'iront pas irriguer autant d'entreprises que ça n'a été le cas concernant les PGE. Donc il y aura certainement des décisions pour trouver les entreprises sur lesquelles il y a réellement un effet de levier. Pour le reste, il ne faut pas non plus en attendre un effet aussi massif que celui qui a été dégagé par le PGE. Je vous propose, l'heure avançant, qu'on traite les questions de la salle. Il y en a une pour Christophe Pénelier. L'analyse financière par les assureurs crédits ne regarde que les ratios liés à la dette financière augmentée du PGE et pas de la dette nette des placements de trésorerie, ce qui dégrade de facto le score. Trouvez-vous cela raisonnable? Et notre participant a rajouté entre parenthèses, ce n'est pas mon cas. Alors, sur les méthodes d'analyse, elles répondent effectivement à des règles d'analyse financière classiques. Effectivement, la capacité, on doit juger de la capacité à court terme de l'entreprise à faire face à ses engagements et à faire face à son endettement. Maintenant, l'assureur crédit, contrairement à ce qu'on peut penser, ils ne travaillent pas uniquement avec des ratios, des analyses crédit en assurance crédit. Ils ont un panel d'informations extrêmement large qui va effectivement des ratios financiers, en passant par l'analyse de l'activité, l'analyse du carnet de commande, l'analyse du poste client, des marchés sur lesquels interviennent les entreprises sur lesquelles on doit se positionner.
et les décisions sont prises sont prises de manière individuelle au cas par cas. Donc effectivement, c'est un élément qui est pris en considération, mais c'est un élément parmi beaucoup d'autres. Cette dégradation du niveau d'endettement n'est pas forcément l'élément clé d'une décision de la part d'un assureur crédit. C'est vraiment un tout. Je suis un ancien analyste financier avant de me frotter aux joies du commerce. Non, on a un ensemble d'informations et la décision est prise sur la base de ces informations qui sont à la fois macroéconomiques, microéconomiques, financières sur la capacité de l'entreprise à gérer cette crise. Très bien. Alors, une autre question est arrivée, je vous la lis, elle est plus longue. Les PME ont besoin de reconstituer leurs fonds propres. Elles ont souvent demandé le PGE sans l'utiliser, mais cela reste de la dette, donc beaucoup souhaitent le rembourser. En revanche, les fonds propres sont entamés. Les prêts participatifs sont-ils de vrais prêts participatifs ou des prêts participatifs type BPI, c'est-à-dire des prêts avec différé d'amortissement et des intérêts indexés sur un critère type chiffre d'affaires qui reste de la dette avec cross default? Pourront-ils être considérés comme des quasi-fonds propres et non comme de la dette? Cette question s'adresse à qui? À qui voudra bien prendre la question? La réponse n'existe pas puisque le dispositif reste à définir. Pour l'instant, ce qui a été annoncé, ce sont des montants et le ministre a bien dit que tout ça faisait encore l'objet de discussion. Donc, les caractéristiques du prêt participatif, c'est des choses qui seront définies d'ici la fin de l'année. Mais l'objectif est bien que ce soit des quasi-fonds propres. Donc, ça renforce la structure financière. Mais ça reste des quasi-fonds propres, ça reste un prêt aussi, hein, donc ça renforce le haut de bilan, mais enfin ça se rembourse de toute façon. Hein, on n'est pas dans de la subvention, voilà, ça reste du prêt avec des caractéristiques particulières, mais ça restera un prêt à rembourser. Je crois qu'il est prévu qu'il soit. Pardon, on n'a pas entendu la phrase finale. Excusez-moi. Vous croyez qu'il est prévu? Je crois qu'il est prévu qu'il soit sur 7 ans. Très bien, 7 ans. Bien. On est tout à la fin de notre webinaire. Je vérifie juste avec Héloïse Cartier qui gère le back-office ce soir. Est-ce que vous voyez d'autres questions arriver ou est-ce qu'on a épuisé le stock de questions posées par les participants? Plus de questions. Donc, il me reste à remercier nos 3 panélistes et puis à vous donner rendez-vous pour demain pour la dernière table ronde de la semaine qui est consacrée à l'impact de la crise sur les restructurations des LBO. Bonne soirée, à demain peut-être. Au revoir. Merci, bonsoir. Bonsoir.